vous emmène aujourd'hui en Belgique, au tout début des années 1950, pour évoquer un épisode bien oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup marqué l'histoire de nos voisins d'outre-Quiévrin. Il s'agit de l'abdication du roi Léopold III. Abdication annoncée, effectuée ou réalisée le 16 juillet 1951. C'était la fin d'un règne commencé en 1934, donc 17 ans plus tôt. Alors, Léopold III, son histoire, son parcours s'inscrit dans une suite d'événements dramatiques. Son père, le roi Albert Ier de Belgique, le roi chevalier, le héros de la Première Guerre mondiale, meurt accidentellement le 17 février 1934 en faisant de l'escalade dans les Ardennes. Et le jeune Léopold donc lui succède, mais 18 mois plus tard, son épouse, la reine Astrid, qui était extrêmement populaire en Belgique, mais également à l'extérieur, notamment en France, 18 mois plus tard, la reine Astrid, elle, le 29 août 1935, va mourir dans un accident de voiture survenu en Suisse. Léopold l'avait épousée en novembre 1926. Léopold était le fils aîné donc d'Albert Ier. Elle était la nièce des rois de Danemark et de Suède, fille du prince Charles Bernadotte et de la princesse Ingeborg de Suède, une personnalité tout à fait lumineuse qui, encore une fois, disposait d'une popularité extraordinaire dans son pays d'adoption. Léopold et Astrid avaient eu 3 enfants. En 1927, Joséphine Charlotte. En 1930, Baudouin, qui sera le successeur de Léopold III. Et en 1934, Albert, qui succédera à son frère Baudouin quand celui-ci disparaîtra. Alors, le jeune Léopold III, le voilà donc roi des Belges en 1934. Il a avant tout le souci de l'intégrité de son pays, de son royaume. Les choses ne sont pas simples car il y a une forte opposition de la partie flamande de la population belge. Il y a un nationalisme flamand très vigoureux qui remet en cause la création de la Belgique intervenue au XIXe siècle, considérée comme une création tout à fait artificielle, une Belgique dominée par les francophones de Bruxelles et de Wallonie. Il y a donc une question d'unité nationale qui se pose, qui s'est trouvée bien un peu mal en point pendant la guerre de 1914, au cours de laquelle les Allemands ont favorisé l'émergence d'un pouvoir flamand à Anvers. Premier problème. À la fin des années 30 également, un régime parlementaire affaibli qui connaît des scandales, notamment financiers. C'est l'époque où le jeune Léon de Grelle, le leader du mouvement rexiste, lance ses campagnes contre les banksters. Et cette Belgique des années 30, donc, elle a tout lieu de s'inquiéter de l'avenir, d'autant qu'elle est voisine de l'Allemagne, où le chancelier Hitler, arrivé au pouvoir en 1933, a manifestement des intentions belliqueuses, notamment vis-à-vis de la France, car il s'agit d'en finir avec le traité de Versailles imposé à l'Allemagne en 1919. Alors dans ce contexte-là, Léopold veut tenir la Belgique à l'égard du conflit qu'il sent venir. Il est très inquiet après la passivité française face à la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936. Et du coup, en octobre 1936, il annonce que la Belgique doit absolument préserver son autonomie, se donner les moyens de pouvoir le faire, notamment sur le plan militaire. Et puis un mois plus tard, en novembre 1936, même il annonce que la Belgique ne se connaît comme seules obligations que celles contractée vis-à-vis de la Société des Nations, ce qui veut dire que la Belgique proclame de fait sa neutralité. La Belgique, qui était l'allié naturel de la France, est perçue comme telle chez nous. Eh bien, les inquiétudes de l'époque, les faiblesses ou les hésitations de la France l'amènent à affirmer sa neutralité, même si, de fait, les états-majors dans les deux pays gardent des contacts étroits, car si Hitler, en 1937,
fait annonce qu'il respecte absolument la neutralité de la Belgique. Le roi Léopold se doute bien qu'en cas de conflit, bien, vu l'existence de la ligne Maginot, le risque existe que le territoire belge soit un champ de bataille. C'est ce qu'on prévoit d'ailleurs dans les états-majors du côté allemand comme du côté français. Et cela dit, ben, il accepte l'intervention, une éventuelle intervention française, mais seulement s'il y a une violation du territoire belge. Donc une Belgique inquiète, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fin des années 1930. Quand la guerre se déclare le 3 septembre 1939, après l'offensive allemande contre la Pologne, quand Londres et Paris déclarent la guerre à l'Allemagne, eh bien la Belgique réaffirme son indépendance, réaffirme sa neutralité. Elle va vivre au cours des mois suivants dans ce qu'on pourrait appeler la drôle de paix par rapport à ce qu'est la drôle de guerre que connaissent les Français, hein, dans un état d'alerte plus ou moins permanente, hein, parce qu'on craint évidemment ce qui peut se passer. Ça va durer, on le sait, jusqu'au 10 mai 1940. 10 mai 1940, c'est le début de l'offensive allemande à l'ouest. Cela commence avec la prise par surprise des forts de Liège, des forts d'Eben-Emael, qui étaient considérés comme un obstacle quasiment infranchissable. Hein. Ce sont les parachutistes allemands qui s'en emparent par surprise à l'aube du 10 mai 1940. Le territoire belge est donc envahi. En contrepartie, bien sûr, les forces françaises rassemblées sur notre frontière du Nord entrent en Belgique pour aller livrer, pense-t-on, la bataille décisive au cœur du territoire belge. Donc tout ce que craignait Léopold est en train de se réaliser. Cela dit, la petite Belgique entend résister. Léopold va prendre le commandement des forces armées. Elle va, cette petite Belgique, tenter avec ses faibles moyens de s'opposer à la poussée allemande, mais on sait comment va se dérouler ensuite cette campagne avec la percée réalisée à Sedan le 13 mai 1940. Il suffit de quelques semaines pour que tout espoir disparaisse, évidemment, de pouvoir contenir cette poussée allemande. Alors, les Pays-Bas ont capitulé au bout de 4 jours, la Belgique, ça sera au bout de 18 jours. Hein. Au bout de 18 jours, il apparaît très clairement que le pays est vaincu. Hein. Le grand quartier général s'était replié dans les faubourgs de Bruges et le 25 mai, le roi qui s'y trouvait reçoit le Premier ministre Hubert Pierlot, accompagné du ministre des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak, du ministre de la Guerre, le général Denis, du ministre de l'Intérieur Van der Porten, et le roi, au vu de la situation, eh bien, leur explique que de fait la défaite est consommée, tout est perdu, la Belgique n'est plus en mesure de continuer la lutte. Face à des ministres, il faut bien le dire, qui se laissent porter par un optimisme un petit peu excessif, qui sont aveuglés dans une large mesure par leur optimisme et qui pensent que l'on peut continuer la lutte avec les Anglais et les Français. Nous sommes alors seulement le 25 mai, je le précise. Hein. La bataille du Nord donc n'est pas encore complètement terminée. Et les batailles de la Somme-et-de-Laine des premiers jours de juin, évidemment, n'ont pas encore eu lieu. Mais le roi, lui, considère que pour la Belgique, les carottes sont cuites. Et les ministres décident de partir pour continuer la lutte sous une forme ou sous une autre, avec les Français et les Anglais. Le roi, lui, fait le choix de rester dans le pays, auprès de son peuple, hein, en justifiant son attitude. Quand 2 routes s'ouvrent, celle du devoir est toujours la plus dure, c'est celle que j'ai choisie, dit-il. Alors, il va envoyer le 27 mai le général Michels, chef d'état-major général. Il va demander au général Michels de prendre contact avec les Allemands. Ce général va envoyer ses subordonnés, le général Desrousseaux, contacter le général von Reichenau, qui commande la 6e armée allemande, pour savoir quelles seraient les conditions d'un armistice. Eh bien, les Allemands exigent une capitulation sans condition, et finalement, le 28 mai, eh bien, Léopold est obligé d'accepter cette capitulation sans condition. La guerre se termine le 28 mai à 4 heures pour la Belgique qui dépose les armes. Voilà.
Alors le roi, de ce fait, se retrouve prisonnier, d'abord au palais du gouvernement provincial de Bruges, et puis quelques jours plus tard, les Allemands vont lui demander de rejoindre son palais de Laeken près de Bruxelles, où il va venir s'installer avec les enfants royaux, et où il va demeurer jusqu'en 1944, en se gardant de toute intervention dans la vie politique. Il se considère comme prisonnier. Simplement, durant cette période, il va se lier à la gouvernante des enfants royaux, Liliane Bels, qui était la fille d'un ancien ministre, et il va l'épouser en 1941, le 11 septembre 1941, à Laeken, sa nouvelle épouse devenant ainsi la princesse de Réti. Et elle va lui donner 3 enfants, un garçon, Alexandre, en 1942, une fille, Marie-Christine, en 1951, Marie Esmeralda, enfin, en 1956. Mais tout cela, c'est le domaine de la vie privée du roi. Il n'a plus aucune activité publique pendant toute la durée de la guerre. Il est en quelque sorte prisonnier ou neutralisé dans son château de Laeken. En juin 1944, alors que les choses commencent à mal tourner pour l'Allemagne, nous sommes au lendemain du débarquement de Normandie, il est arrêté par les Allemands et installé en Allemagne, dans la forteresse de Hirstein sur l'Elbe, où il va rester pendant plusieurs mois avant d'être déplacé vers l'Autriche, à Strobel en Autriche, où finalement, le 8 mai 1945, il sera libéré par la 7e armée américaine. Alors à ce moment-là, on voit réapparaître en quelque sorte le conflit qui l'a opposé à ses ministres le 25 mai 1940. Pierre Law, le Premier ministre, et d'autres voulaient continuer la lutte aux côtés des Alliés. Ils ont quitté la Belgique, ils sont partis en France, d'abord à Limoges. On a installé un gouvernement belge à Limoges, et on a fait valoir l'article 82 de la Constitution, qui prévoit le cas où le roi est empêché, et qui prévoit que le gouvernement, à ce moment-là, peut en quelque sorte prendre sa place. On va réunir ainsi le 30 mai 1940 à Limoges un parlement belge avec 89 députés et 54 sénateurs sur les 202 et 167 qui étaient leurs effectifs normaux. Donc le quorum n'est pas atteint, mais à l'unanimité des présents, eh bien, on va constater l'impossibilité juridique et morale pour Léopold III de régner. Mais la presse, à ce moment-là, nous sommes dans la France qui est en pleine déroute, la presse qui reproche évidemment sa capitulation à Léopold, la presse va traduire ainsi, si vous voulez, cette décision ou cette constatation comme une motion de flétrissure du souverain. Donc il y a là l'origine d'un conflit pour la suite. En tout cas, ce gouvernement belge en exil qui cherche à négocier avec Hitler, il ne veut pas entendre parler d'eux. Ils vont se retrouver à Londres à l'automne de 1940, tout en se disant d'ailleurs solidaires du roi, prisonnier. Et puis là-dessus, on arrive donc à l'été 1944, la Belgique est libérée, la majeure partie de la Belgique est libérée, et on installe une régence, c'est-à-dire qu'on met en place le frère de Léopold III, Charles de Belgique, comte de Flandre, qui va régner effectivement, alors que Léopold reste roi nominalement, en quelque sorte. Le problème, effectivement, c'est que la Constitution ne prévoit pas comment sortir de l'état où l'on a constaté que le roi ne pouvait plus gouverner, ce qui avait été évoqué lors de cette réunion de Limoges. Ce qui va ouvrir la question de la querelle du retour, déjà dans un premier temps, et puis ensuite, plus largement, la querelle de la question royale. En effet, en mai 1945, quand il est libéré par les Américains, Léopold va commettre l'erreur, dans une large mesure, de ne pas rentrer tout de suite, immédiatement en Belgique. En effet, certains lui sont hostiles. Les communistes, les socialistes ne veulent plus de lui. Ils voudraient une république dans le contexte de la libération. Il va recevoir à Salzbourg le Premier ministre Van Acker en juillet 1945, donc en Autriche. Il refuse d'abdiquer, bien sûr, mais en même temps ne revient pas en Belgique,
prétend qu'il faut attendre que la situation s'apaise. Les politiciens considèrent, eux, qu'un débat parlementaire est inévitable. Via son frère Charles, Léopold adresse un message à la nation qui se veut un message d'apaisement, qui le conduit à chercher à gagner du temps. Hein. Et donc, dans un premier temps, il renonce à rentrer tant qu'une véritable consultation nationale ne sera pas organisée. Et en attendant, il prêche l'union autour du régent, autour de son frère. Alors, la classe politique belge réagit et, à l'issue d'une délibération des chambres, eh bien, elle va décider de consulter les Belges, de consulter les citoyens. Alors tout cela, évidemment, interviendra tard. C'est un débat qui va durer plusieurs années. En tout cas, le 12 mars 1950, on va poser la question suivante aux Belges. Désirez-vous que le roi Léopold III reprenne l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels ? Les Belges répondent oui à 57,68%, non à 42,32%. Donc là, les choses paraissent acquises. Cela dit, Léopold est prudent. Il évoque une solution transitoire qui serait une transmission passagère du pouvoir à son fils, le prince héritier, pour calmer justement les passions, les esprits. Hein. Entre-temps, le gouvernement Esquens a démissionné et il y a des élections générales en juin 1950 en Belgique. Majorité absolue pour les socio-chrétiens qui sont favorables au roi. Et Jean Duvieux-Sart, qui devient Premier ministre, annonce même le retour du roi le 20 juillet 1950. Hein. Les mesures qui avaient été prises par le Parlement pour contrer cette perspective sont abolies. Hein. On proclame la fin de la mission du prince régent, et le 22 juillet 50, eh bien, Léopold peut rentrer d'exil et rejoindre son château de Laeken. Apparemment, la question est entendue. La question est réglée. Non, pas vraiment, parce que les opposants de gauche se déchaînent, il y a des grèves qui sont organisées un peu partout, une agitation générale dans le pays. Le 30 juillet même, avec une de heurts entre la gendarmerie et puis des manifestants, il y a même 3 morts, il y a 3 tués. Le port d'Anvers est paralysé par les grévistes, le trafic ferroviaire et aérien également. Donc une situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile, dans un contexte, il faut le rappeler, qui est celui des débuts de la guerre froide. Hein. On se souvient des grèves insurrectionnelles en France en 1947, hein, avec un parti communiste qui est tout à fait virulent à l'époque. Hein. Et alors, le roi, de ce fait, va penser pouvoir trouver une solution en abdiquant au profit de son fils Baudouin. Hein. Une solution dans laquelle Baudouin exercera le pouvoir de manière transitoire et deviendra pleinement roi le 7 septembre 1951, le jour de ses 21 ans. Voilà une solution un petit peu de compromis afin d'éviter que ne se fracture encore davantage la société belge. C'est le sens du message que le roi adresse à la nation pour en quelque sorte lui annoncer cette décision. Hein. Et les chambres vont voté en août 1950 dans ce sens. Baudouin devient prince royal et prête serment. Seuls les communistes votent contre. Hein. Finalement, Léopold va précipiter les choses dès le 16 juillet, sans attendre le 7 septembre, jour des 21 ans de Baudouin. Le 16 juillet, le roi va abdiquer et Baudouin Ier devient alors le 5e roi des Belges. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a été, en son temps, la plus riche et la plus détestée de France. La plus riche et la plus détestée, pourquoi? Parce que c'était la favorite de Marie de Médicis, c'est Léonora Dory, dite la Galigaille, et que vous connaissez peut-être mieux sous son titre de maréchale d'Ancre. Alors, elle a été traitée de tous les noms, la naine noire, la sorcière, la diablesse, l'hystérique, enfin, tout ça étant un petit peu mérité quand même. Hein.
Alors, qui est cette Leonora Dori? Eh bien, c'est personne au départ, hein. C'est une petite Italienne, une petite Florentine, qui est une fille de menuisier, mais qui va se trouver être la sœur de lait de la petite Marie de Médicis, qui, comme vous le savez, va épouser Henri IV et devenir reine de France. Donc, elle a cette chance extraordinaire de vivre au palais Pitti en même temps que cette sœur de lait, Marie. Elle est un petit peu plus âgée qu'elle, hein. Elle est née vers 1571. On pense que Marie a 2-3 ans de moins à peu près. Ça veut dire que la maman avait eu d'autres enfants après. Et en tout cas, les deux petites filles vont s'entendre d'une façon extraordinaire et vont rester amies toute leur vie. Et une amitié tellement forte que quand Marie de Médicis devra épouser le roi Henri IV en 1600, il n'est pas question qu'elle laisse derrière sa meilleure copine, la petite Léonora, qui entre-temps a récupéré de façon plus ou moins légale le nom de Galigaï, qui était une famille ayant pignon sur rue à Florence. Donc ça ne sera plus Mademoiselle Dori, c'est Mademoiselle Galigaï, ce qui est déjà mieux. Et puis, eh bien, ça pose quelques problèmes. Personne ne veut que cette petite Italienne sortie de rien ne suive la future reine de France à Paris. Elle est très intelligente, cette Léonora, et puis elle sait y faire. Elle est manœuvrière, comme on dirait. Donc, elle va réussir à s'imposer, mais pas comme dame d'atour, parce qu'elle n'a pas suffisamment de noblesse, même pas comme camériste, mais elle va réussir à partir dans le convoi comme coiffeuse. Bon, c'est déjà ça, mais elle en fait partie du convoi. Alors, bon, Henri IV ne la remarque pas dans un premier temps, mais elle va remarquer un autre Italien qui s'appelle Concini. Et ces deux-là sont faits pour s'entendre, parce que Concini, il est extrêmement ambitieux, lui aussi il sait y faire, il sait manœuvrer, et il a une idée derrière la tête, bien sûr. Qu'est-ce qui va faire leur chance dans ce convoi? Eh bien, c'est qu'Henri IV, le vert galant, vous le connaissez bien sûr, ne renonce pas du tout à sa jolie maîtresse, Henriette d'Entragues. Et donc, ça va beaucoup déplaire à la jeune mariée, au bout de 6 jours, de trouver la maîtresse. Et Concini, très habilement, va aller voir la maîtresse et dit « Mais si vous me soutenez, moi, je me fais fort de calmer, par le biais de Léonora, de calmer Marie, la reine Marie de Médicis. » C'est ce qui va se passer. Donc voilà les deux Italiens bien installés à la cour de Paris, et ils vont même se marier. Henri IV se fait tirer l'oreille, hein. Il voudrait les renvoyer en Italie avec une dot, mais non, ils vont s'incruster. Et surtout, Marie ne peut pas vivre sans Léonora. Donc le roi va finir par accepter qu'ils se marient en assez grande pompe au château de Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, et va même leur donner 23 333 écus comme cadeau de mariage. Pourquoi 333? Je ne sais pas. Ça sera un couple heureux, hein, parce qu'ils sont bien faits pour s'entendre, ces deux-là. Ils sont aussi ambitieux, aussi avides et aussi habiles l'un que l'autre. Ils vont avoir 2 enfants qui, bien sûr, vont avoir le nom du couple royal, Henri et Marie. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand le roi Henri IV est assassiné en 1610? Eh bien, d'un seul coup, Marie de Médicis se retrouve régente. Et alors là, les Concini ont un boulevard devant eux. Parce que c'est vraiment eux qui vont diriger la France, beaucoup plus que la reine Marie de Médicis, qui est complètement sous leur coupe. Et plus que la politique, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et ils vont réunir une fortune absolument colossale. On parle de 15 millions de livres. Et ils mènent grand train. Surtout Concini, qui fait pas dans la dentelle. Hein. Là, il se fait remarquer. Il est d'une arrogance totale. Par exemple, il met un point d'honneur à garder son chapeau quand il va au Parlement. Il se met tout le monde à dos, et surtout le peuple. Quant à elle, eh ben elle est occupée parce qu'elle a des problèmes de santé, Léonora. Et on dit qu'elle est possédée. En fait, elle a des espèces de crises nerveuses. On la retrouve comme un arc raide sur les talons et la nuque. Ça fait bizarre. On parle tout de suite de possession diabolique. Et on va tout essayer pour la soigner. On ne comprend pas ce qui lui arrive, elle non plus d'ailleurs. Donc d'abord, ce sont les médecins qui
ne peuvent pas grand-chose. Puis elle va chercher des moines qui, eux, manquent à me faire mourir de faim parce que, outre les prières, ils ne la nourrissent que de crêtes de coq. Alors, pour eux, du coup, elle est déjà petite, maigrichonne, noiraude. Là, elle est quasiment anorexique. Finalement, elle va se tourner vers des médecins juifs portugais, dont un certain Elie Montaldo. Il faut dire que Concini les menace de mort s'ils n'arrivent pas à guérir sa femme. Hein, il sort une épée et il dit tu guéris ma femme, sinon je t'embroche. Ça stimule les neurones. Alors lui, déjà, il va la nourrir mieux, donc elle va reprendre des forces, et puis il va dire on va vous éloigner de la cour, du mari, tout ça, il faut du calme, beaucoup de calme, hein, beaucoup de calme. Ça va aider un peu, mais pas énormément. En fait, elle était épileptique et on ne savait pas. Donc elle tombait, elle avait des crises terribles. Ce qui n'empêche pas, quand elle se réveille, d'être de nouveau à la manœuvre. Elle devient marquise d'Ancre, maréchale d'Ancre, puisque Concini est nommée maréchal. Et puis, elle fait quand même une erreur, c'est de mépriser le jeune roi Louis XIII. Louis XIII, qui était un enfant très, très ouvert, très, très charmant, très confiant jusqu'à la mort de son père. Et on sait plein de choses sur lui, parce que les premières années de sa vie, son médecin, qui s'appelait Jean Héroard, avait noté chaque geste, c'est incroyable, c'est d'un niveau, c'est comme ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui en réanimation. Le moindre détail de ce qu'il mangeait, de ce qu'il faisait est noté par ce médecin. Mais il a une enfance extrêmement triste à partir de 1610, parce que sa mère ne l'aime pas, préfère le petit frère Gaston. Les Concini le méprisent totalement, erreur grave. Et lui, il devient extrêmement renfermé, triste, et comme il n'est pas idiot, il voit très bien où est l'ennemi, celui qui dirige le royaume, eh bien c'est Concini. Donc, quand il a 16 ans et demi, et même 15 ans et demi, il décide de le faire assassiner, parce qu'il sait qu'il n'est pas armé pour faire un coup d'État, mais par contre, un coup de pistolet, ça met une fin définitive à quelqu'un qui est gênant. Et c'est ce qui va se passer le 24 avril 1617, et c'est un des copains de Louis XIII, le baron de Vitry, et soutenu par le duc de Luynes, qui, lui, va bien profiter de la fortune de Concini après. Eh bien, Concini est abattu d'un coup de pistolet. La reine Marie de Médicis est quasiment arrêtée. Elle n'a plus aucun pouvoir. Quant à Léonora, elle sent que là, les choses tournent très mal. Son première idée, c'est sauver ses bijoux. Elle va rester couchée dans son lit en ayant caché ses bijoux sous son matelas. Ça ne va pas tenir longtemps parce que la chambre, ça sera évidemment fouillé. On va trouver les bijoux qui seront pris, évidemment. Toute la fortune des Concini est prise par le roi, qui devient enfin roi de France. Et elle va être jugée. 22 interrogatoires. Alors on est un petit peu embêté parce qu'évidemment il y a trafic d'influence, malversation, mais il faut surtout aller chercher, c'est fait soigner par la médecine juive, ça c'était interdit, et sorcellerie, alors là c'est un boulevard pour le tribunal qui est dirigé par Nicolas de Verdun, et elle va être condamnée à mort, et puis ça va être fait très très vite, hein. Elle va être condamnée et la même journée emmenée dans une charrette, décapitée, et son corps brûlé, pour qu'il reste strictement rien. Il y aura tellement de monde pour cette exécution que la charrette va mettre 1 heure pour aller place de Grève. Cela dit, elle s'en sort quand même mieux que son mari, parce que lui, il avait été enterré à la Sauvette, dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et le peuple de Paris, qui détestait Concini, l'a immédiatement déterré, a sorti le cadavre, l'a mutilé, transporté dans les rues de Paris, pendu par les pieds sur le Pont-Neuf. Il a été déchiqueté à coups de couteau, enfin une espèce d'hystérie collective assez terrible. Pas pour elle, parce qu'elle est morte avec beaucoup de courage. Elle a refusé le bandeau, elle a donc été décapitée, elle a recommandé son âme à Dieu. Elle avait dit, quand on l'a accusée de sorcellerie, mais c'était pas la peine d'avoir besoin de sorcellerie, je me suis seulement servi de mon esprit pour gouverner la reine, car d'esprit elle n'en avait point. C'est effectivement bien vu, elle était plus intelligente que la reine, c'est sûr. En tout cas, le roi Louis XIII va remercier le baron de Vitry qui a assassiné Concini en disant
eh bien à partir de maintenant, c'est moi le roi. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Henri-Christian Giraud, qui a été journaliste, il a été rédacteur en chef du Figaro Magazine, mais qui est aussi et surtout un historien, puisqu'il nous a donné plusieurs ouvrages majeurs, notamment un ouvrage consacré aux relations entre le général de Gaulle et les communistes. Alors nous le recevons aujourd'hui non pas pour évoquer cette question, mais pour présenter la figure tout à fait exceptionnelle, même si elle est un peu trop oubliée aujourd'hui, de son grand-père, le général Giraud, général d'armée en 1940, évadé dans des conditions rocambolesques de la citadelle allemande de Königstein où il était détenu, qui a rallié ensuite l'Algérie et qui a été pendant plusieurs mois le chef militaire de la France combattante en 1943. Alors, Henri-Christian Giraud, le général Giraud, je vous demanderai d'abord d'évoquer ce qu'a été son histoire, sa carrière militaire, avant qu'il n'apparaisse au tout premier plan en 1940. Oui, il est à la tête d'une des armées au moment de la campagne de mai-juin 40. Le futur général Giraud, né à Paris, en 1879, sa famille est originaire d'un petit village de Haute-Provence, Trigance. C'est une famille à l'origine très pauvre qui vient à Paris et qui fait fortune dans le négoce. Et Giraud suit les cours de Stanislas, de Bossuet et intègre Saint-Cyr en 1899-1900, puisqu'il y a 2 années. Et il fait partie de cette génération de la revanche qui a été élevée précisément pour la guerre. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France, d'ailleurs, que des mères ont élevé leurs enfants pour la guerre. Alors il fait partie de cette génération de la revanche avec Catroux, De Gaulle, Juin, Delattre et quelques autres, bien sûr. Il est un peu moins âgé que Catroux, de 2 ou 3 ans, mais un peu plus âgé que De Gaulle, Delattre et Juin. Il a une dizaine d'années de plus, ce qui jouera un rôle évidemment plus tard. Il fait ses armes au 4e Zouave à Tunis et fait partie évidemment de cette armée d'Afrique que l'on envoie sur le front au secours de l'armée, de la 5e armée de Lanzac. Et il est blessé le 30 août 1914 à la bataille de Guise, laissé pour mort sur le champ de bataille. Il est monté à l'assaut d'une batterie allemande. Il a reçu un coup de revolver dans la poitrine, donc il a une balle dans la poitrine, laissé pour mort sur le champ de bataille, récupéré le lendemain par les brancardiers allemands et transporté à Origny-Sainte-Benoît dans un hôpital militaire allemand. Quand il fait partie de tous les corps qui sont alignés par terre, et il doit y en avoir des centaines, et quand le chirurgien allemand passe devant lui, il fait signe à l'aumônier de lui donner l'extrême onction. Et puis quand il repasse le soir, ce chirurgien, il s'aperçoit que Giraud est toujours vivant, donc il l'opère. Il l'opère et il lui dit mon capitaine, vos soldats vous ont sauvé la vie en ne vous transportant pas du champ de bataille et sur l'arrière, car pendant la nuit que vous avez passé sur le champ de bataille, un caillot s'est formé et il a empêché l'hémorragie. Voilà. Et 1 mois plus tard, Giraud se refait une santé, donc avec un camarade, ils envisagent de s'évader. Et grâce à mademoiselle Cléry, qui servait d'infirmière, qui était la fille du maire d'Origny-Sainte-Benoît, qui leur fournit nourriture et vêtements, ils réussissent à s'évader un soir. Et évidemment, ils vont s'évader à travers les territoires occupés, donc à travers les territoires du Nord. Ils vont ensuite parvenir en Belgique jusqu'en Hollande. Alors là, c'est un périple assez exceptionnel. Et par la Hollande, la
Grande-Bretagne et le retour sur le front de la 5e armée de Franchel-Espéré. Voilà en gros les premiers mois de guerre de Giraud en début 1915, et très vite il reprend. Et il devient, donc il appartient au staff de Franchel-Espéré, pour lequel il a une très grande estime, et Franchel-Espéré aussi a une très grande estime pour ce jeune capitaine qui fait figure de héros, hein, et qui est décoré par Joffre, qui ne souhaite qu'une chose, c'est de reprendre sa place à la tête de sa compagnie pour affronter directement, pour monter à l'assaut des lignes allemandes. Et l'occasion va lui être donnée notamment en novembre 17, avec la prise. Alors on parlera de la reprise plus tard, parce que le fort tombera plusieurs fois aux mains de l'ennemi et sera repris. C'est le fort de la Malmaison. Donc Giraud prend le fort de la Malmaison comme commandant. Il termine la guerre avec 5 citations, mais blessé quand même fortement, au point qu'il va quitter l'armée pendant 2 ans et envisager véritablement de la quitter. Il n'est pas le seul. Juin a perdu l'usage de sa main droite. Delattre va passer son temps en Sana, et Giraud va retourner dans la ferme familiale et se refaire une santé. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a une famille? Il est marié, il a déjà 3 enfants. Ah oui. 3 enfants. Ah oui. Et à partir de... il va végéter un peu pendant 2 ans, et puis Lyautey va le rappeler au moment de la guerre du Rif. Et là, il va s'illustrer à la tête de son régiment, 14e tirailleur, et il va même prendre Abdelkrim. Alors il a sous ses ordres une pléiade de jeunes officiers qui en ont Bournazel, Schmitt et quelques autres. Et je dirais que sa réputation guerrière s'amplifie à ce moment-là. Et elle s'amplifie à tel point que lors de la réoccupation de la Rhénanie, le gouvernement de gauche fait appel à lui pour devenir gouverneur militaire de Metz. Et il va... Nous sommes donc en 1936. Nous sommes donc en 1936. Oui, juste après la guerre du Rif et avant de prendre le gouvernorat militaire de Metz, il va finir la pacification, il va finir l'œuvre de Lyautey et il va finir la conquête du Maroc. Voilà. Donc sa réputation de guerrier est assez bien établie. Il devient gouverneur de Metz, et là, comme gouverneur de Metz, il va marquer, je crois, cette époque. C'est la place forte militaire face à l'Allemagne. Donc il est évident que toute l'élite de l'armée française s'y retrouve, et il a sous ses ordres aussi bien Delattre que de Gaulle, qui va venir commander le 507e régiment de chars bientôt. Et puis de Lestrin, qui est son camarade de promotion, le futur de Lestrin de la Résistance, et pour bien montrer la différence de carrière, la carrière exceptionnelle, le côté exceptionnel de la carrière de Giraud. Quand il arrive à Metz, il est général 4 étoiles, et de Lestrin est encore colonel. Et c'est Giraud qui va intervenir pour que son petit camarade, qui a de nouvelles conceptions de la doctrine d'emploi des chars, Giraud va le soutenir abondamment. Voilà. Et puis la guerre arrive. Bien sûr, Giraud a prévenu plusieurs fois ce qu'il fallait faire, et même juste avant l'affaire de Munich, il avait proposé au général Condé une espèce d'offensive préemptive sur la Sarre. Alors c'était évidemment pour tenir l'Allemagne sous un peu prisonnière d'entrée de jeu d'une possibilité d'intervention. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Il avait aussi, au moment de la Rhénanie, téléphoné, alors qu'il était encore à Oran comme gouverneur de la division d'Oran, il avait téléphoné évidemment à Colson pour lui dire laissez-moi intervenir, j'ai 100 000 hommes sous mes ordres, ce soir on couche à Mayence et vous pourrez discuter avec les Allemands.
Malheureusement, là aussi, ça n'a pas été entendu. On n'a pas écouté parce que l'Angleterre ne voulait rien faire. C'est évident. Et parce qu'il y avait les élections qui s'annonçaient. Donc, pas d'aventure donc en mars 1936. Pas d'aventure. Alors que le rapport des forces était à ce moment précis écrasant en faveur de la France, puisque l'Allemagne était en cours de réarmement et celui-ci n'aurait pas été vraiment effectif avant 1937. Exactement. Bon, la guerre commence, elle commence pas très bien. Giraud est à la tête de la 7e armée, qui est notre seule armée de réserve, qui est sans doute la plus performante, mais malheureusement, Gamelin ne trouve rien de mieux que de l'envoyer en Belgique au lieu de la tenir en réserve pour combler les trous sur le front. Bon, cette avancée en Belgique est fulgurante, du 10 au 14. Il se trouve complètement à l'ouest du dispositif. Sur la gauche, oui, complètement. En effet, c'est sur la gauche du dispositif. Et donc, il affronte les Allemands sur la ligne d'Aille, puis Escaut. Et malheureusement, la 9e armée de Corap s'effondre et Gamelin ne trouve rien de mieux que de muter Giraud à la tête de la 9e armée. Oui. Donc le 15 mai, Giraud abandonne son commandement et avec son officier d'ordonnance, le capitaine Tannery, se précipite sur ce qu'il reste de la 9e armée. Qui a été enfoncée dans les Ardennes. Et malheureusement, sa présence ne peut pas faire de miracle. Ce que croyait sans doute Gamelin, d'ailleurs, qui avait une formidable admiration pour le guerrier qui était Giraud. Mais un homme ne suffit pas à arrêter les panzers. Et Giraud est fait prisonnier dans une automitrailleuse qui venait d'ailleurs de mettre à mal deux chars allemands. Donc il est fait prisonnier et emmené dans la citadelle de Königstein. Alors sa capture fait les gros titres de la presse allemande. J'ai retrouvé un certain nombre de documents, car Giraud, les Allemands le connaissent depuis longtemps, notamment comme gouverneur de Metz, bien sûr. Il avait sa fiche, l'Abwehr avait sa fiche très complète, j'ai pu les retrouver par la suite et on comprend pourquoi il a été embastillé dans la citadelle de Königstein. Alors, citadelle de Königstein, c'est une chose tellement extraordinaire qu'il faut la voir pour comprendre ce que peut être une forteresse allemande au sommet d'une montagne. Elle est la plupart du temps dans les nuages parce qu'elle est très haute. Elle fait 40 mètres de hauteur. Ses murs font 40 mètres de hauteur, des largeurs de 5 à 6 mètres. C'est quelque chose d'absolument colossal. C'est en Basse-Saxe, à 50 km de Dresde. Et évidemment, les Allemands le surveillent particulièrement parce qu'ils savent, et là aussi ils ont sa fiche, qu'il s'est évadé déjà une première fois en 14. Bon. Donc il a sa réputation. Et puis surtout, il se fait remarquer au cours de sa captivité par un très mauvaise conduite, très mauvais caractère vis-à-vis, fait partie des durs. Bon. Or, il faut bien savoir que tous ces généraux, malheureusement, ne se conduisent pas de façon aussi exemplaire. Bon. C'est-à-dire qu'ils ont un côté un petit peu mondain. Ils ont un côté mondain et puis ils ont un côté, ils jouent le jeu ami-ami souvent avec les autorités, avec leurs geôliers. Ce que ne fait pas Giraud. La grande illusion. C'est exactement la grande illusion, oui. Ce que ne fait pas Giraud. Et Giraud prépare son évasion. Il prépare une évasion pendant 2 ans, alors il se remet à l'allemand. Et il fait ça un peu en liaison avec ma grand-mère, à partir d'un code. Et j'ai retrouvé les lettres qu'il écrivait de Königstein, que ma grand-mère avait pieusement conservées. Ce sont des modèles de lettres, évidemment, codés et d'un certain format. Et puis il réussit. Et puis il y a le SR français, le SR de Vichy, qui l'aide considérablement. Le colonel de Linares, le colonel Payol, le général Borès, son ancien adjoint de la 7e armée. Donc tout ça forme un... Il y a le colonel Groussard aussi. Il y a sans doute Groussard aussi. Enfin, cette évasion présente la caractéristique de mettre en œuvre plus d'une centaine de personnes. Et elle va rester secrète. Sur 2 ans. Elle va rester secrète sur 2 ans, et par la suite,
la troisième évasion, quand Giraud va réussir à s'évader et à revenir en France, il va évidemment mettre aussi en œuvre un certain nombre de complicités. Et donc on a là un premier, je dirais, mouvement de résistance qui ne dit pas son nom, mais qui concerne, je dirais, toutes les opinions et au profit d'un officier général dont on connaît la réputation et dont on sait qu'il peut être un futur grand chef. Voilà, de la résistance. Bon, après son évasion, Hitler, fou furieux, réclame son retour. Malheureusement, un certain nombre de résistants qui l'ont aidé vont le payer de leur vie, hein, notamment des résistants du petit village de Lipsdorf, par lequel il est passé en Suisse, l'abbé Stamm, l'industriel René Ortlieb, Henri Veit, tout ça, ils vont... Qui sont des Allemands, eux. Non, ce sont des Alsaciens. Des Alsaciens, Des Alsaciens, oui. Et ils vont payer de leur vie l'aide qu'ils ont apportée à Giraud. Bon. Parce qu'il a pu arriver depuis la Saxe. Ah oui, alors oui, il va traverser toute l'Allemagne. Il a traversé l'Allemagne grâce à l'aide d'un jeune du SR qui est venu lui apporter ses vêtements, qui est venu lui apporter un certain nombre de choses, et une identité, une carte d'identité. C'était Roger Gerlach. C'était une carte d'identité alsacienne. D'Alsacien, mais d'un village qui avait plus ou moins disparu, donc les Allemands ne pouvaient pas immédiatement reconstituer son identité véritable. Mais il est évident qu'il était assez reconnaissable, et les Allemands ont mis sa tête à prix 100 000 Reichsmark. Donc c'est un véritable miracle qu'il ait pu atteindre la frontière française. Alors en Suisse, une fois arrivé en Suisse, il a été pris un peu en charge par le colonel Masson. Le colonel Masson était le chef du SR suisse, et il se trouve que Masson était un de ses anciens élèves à l'école de guerre. Donc tout ça, évidemment, crée des liens. Nous sommes dans la famille militaire, qu'elle soit suisse, belge ou française, ou même britannique, et donc ça aide. Et Vichy l'a accueilli comment? Vichy, alors le maréchal l'a très bien accueilli parce que c'était évidemment un pied de nez à la puissance allemande, et je crois que cette évasion, c'est la première grande évasion d'un officier général. C'est, je pense, le premier camouflé à Hitler. Le premier véritable camouflet à Hitler, et peut-être là d'ailleurs symboliquement une espèce de tournant de la guerre, car qu'un officier français réussisse, de cette envergure réussisse à traverser toute l'Allemagne et à se jouer de la Gestapo et même de la SS et de la Wehr aussi par la suite, il fallait le faire. Est-ce qu'il y a eu un film sur cette aventure? Non, malheureusement, il y a eu un début de film. Je sais qu'un réalisateur de Broca, je crois, y avait pensé. Il y a eu un film documentaire, qui est passé sur la Croix autrefois. Mais j'ai reconstitué toute cette période, parce qu'ensuite les menaces qui ont pesé sur Giraud, parce qu'Hitler, fou furieux, a fini par donner l'ordre à Keitel de faire abattre Giraud. Et Keitel a transmis l'ordre à Canaris. Heureusement, Canaris n'a pas obéi à cet ordre. C'est le général Lausen, qui était un des adjoints de Canaris, qui l'a révélé lors du procès de Nuremberg. Canaris était responsable de l'Abwehr, je le rappelle, pour nos téléspectateurs. Et il ne s'entendait pas avec qui était opposé à Hitler. Qui était, d'après ce qu'on dit, opposé à Hitler, Et alors donc Giraud rentre en France, il est accueilli donc par Vichy, mais il va bientôt rejoindre l'Algérie. Il entre en contact, alors à la fois, ce sont les deux parties qui se rapprochent. Giraud prend contact avec les Américains et les Américains prennent contact avec Giraud. Je n'ai pas pu déterminer exactement qui était le premier. Je pense que ça s'est fait presque ensemble, presque simultanément, grâce à l'intermédiaire d'un certain nombre de personnes, notamment une consule américaine
qui œuvraient en France pour assurer la subsistance de certain nombre d'enfants. Enfin, voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis qui était sans doute aussi plus ou moins agent de Dulles, qui était le chef du service de l'OSS, la future OSS, à Berne, en Suisse. Donc il rentre en relation avec Roosevelt et ces relations vont évidemment déboucher sur les fameux accords Giraud-Murphy du 4 novembre 1942, qui assurent à la France un certain nombre de conditions et de garanties, notamment le maintien de la France dans ses limites territoriales d'avant-guerre, sa totale souveraineté, et surtout qui considère, et c'est écrit, qui considère la France comme une alliée. Donc c'est vrai comme une alliée. Là, le 4 novembre 1942, nous sommes donc 4 jours avant l'opération Torche, de débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord. Et donc, les Américains contactent Giraud parce qu'ils pensent avoir avec Giraud une solution politique pour accompagner le débarquement. Je crois qu'ils pensent d'abord à une solution militaire. Hein. Alors évidemment, il y a une solution, mais ce qui intéresse les Américains, c'est évidemment d'être plus ou moins bien accueillis en Afrique du Nord, et plutôt bien que mal. Bon, or, malheureusement, l'armée de Vichy de l'époque est quand même obéie aux ordres. Et obéie aux ordres, et l'ordre est de résister à n'importe quelle agression, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne des Allemands, qu'elle vienne des Italiens, ou qu'elle vienne d'ailleurs, y compris d'ailleurs des Anglo-Saxons. Mais il y avait eu les précédents de Mersel Kébir et de Dakar. De Dakar et du Gabon, et de Syrie. Et de Syrie, bien sûr. Et de Syrie. Donc c'était une armée un peu à vif aussi. Mais donc, et malheureusement, les conditions du transport de Giraud n'ont pas été facilitées par le mauvais temps, et Giraud n'a pu. Et puis ensuite, Giraud a voulu voir personnellement Eisenhower, le commandant en chef quand même du débarquement, de l'opération américaine, de l'opération Torche, et donc il s'est un peu attardé, attardé un peu à Gibraltar. Et donc il est arrivé simplement le 9 dans l'après-midi en Algérie. Bon. Et ce qui est arrivé, c'est que l'armée s'est défendue, l'armée française s'est défendue contre l'agression, et qu'il y a eu un certain nombre de morts des deux côtés. Voilà. Mais alors Giraud, donc après son évasion, il est en France dans la zone libre. Dans la zone libre. Et il va rejoindre donc Gibraltar par l'Espagne. Par sous-marin. Ah, par sous-marin. Par sous-marin, oui, les Américains dépêchent un sous-marin qui le prenne... qui le récupère sur la côte méditerranéenne en France. D'accord. Et est-ce qu'il y va avec un accord, même tacite, du maréchal Pétain ou des autorités de Vichy? Non, je ne pense pas, puisque le maréchal Pétain a hésité lui-même à y aller. On dit que c'est le général Laporte-Dutheil qui a finalement convaincu de ne pas y aller, de ne pas se rendre en Afrique du Nord, mais je ne pense pas, non. Je crois que... C'était un contact direct donc de Giraud avec les Américains. Avec les Américains. Avec les Américains. Il y a un certain nombre de personnes, évidemment. Et malheureusement, ce laps de temps perdu a profité, si j'ose dire, à l'amiral Darlan qui se trouvait sur place, et le général Clark a traité, a négocié avec l'amiral Darlan, qui lui d'ailleurs, en tant que dauphin du maréchal, avait la possibilité de calmer le jeu et de faire cesser le feu. Ce que Giraud, très honnêtement, n'aurait sans doute pas réussi à faire, parce que l'encadrement de l'armée était quand même très, très, très vichiste. Voilà. Dès le 24 décembre, Darlan va être assassiné. Alors, dès le 24 décembre, Darlan est assassiné. Alors, nous sommes en pleine campagne de Tunisie. Giraud est sur le front. Et il préside à ce moment-là, avec Juin, à une offensive française contre les troupes allemandes. Donc, on le prévient à ce moment-là, et il se rend en catastrophe à Alger pour assister
aux obsèques de l'amiral Darlan, et le Conseil impérial, présidé par Noguès, Bergeret, Châtel, le désigne, un peu à son corps défendant, comme le patron. Le patron, le haut commissaire, le commandant en chef civil, à la fois civil et militaire. Je dis à son corps défendant parce que Giraud n'a pas aucune appétence pour la politique, et surtout que nous sommes en pleine guerre et qu'il s'agit de redonner à l'armée française les moyens de se battre. Or, l'armée d'Afrique est pauvrement armée. Elle a été bien organisée par Weygand, clandestinement. Elle est bien sûr, mais heureusement que Weygand avait constitué et reconstitué un noyau. C'est grâce à ce noyau que nous avons pu faire bonne figure dès le début dans la guerre de Tunisie. Or, il faut bien se dire que c'est l'armée française qui a servi de couverture à l'armée américaine, y compris à l'armée britannique, et que sans l'armée française, les Américains qui n'avaient pas l'expérience du combat se seraient mal trouvés. Et c'est pour ça qu'Eisenhower et Giraud ont pu diriger en adlatus cette campagne de Tunisie, parce que c'est vrai que chacun des deux officiers, chacun des deux commandants en chef, évidemment représentait son pays et la puissance de son pays. Et la puissance américaine en effectif et en armement était considérable, alors que la puissance française était plus maigre. Mais il y a un élément qui est intervenu, c'est la combativité des troupes françaises. Et cette combativité des troupes françaises, qui a été saluée par tous les correspondants de guerre, a considérablement aidé à promouvoir le retour de la France sur la scène, sur la scène militaire. En un mot, parce que l'émission va bientôt se terminer, ses rapports avec De Gaulle à ce moment-là. Ses rapports avec De Gaulle, De Gaulle est son ancien subordonné de Metz. Il le fait venir, mon grand-père décide de le faire venir à Alger parce que mon grand-père estime utile et nécessaire la réunion des deux dissidences et surtout la réunification de l'Empire français, puisque la métropole est alors complètement occupée par les Allemands. Bon, nous avons affaire d'un côté à un guerrier militaire et de l'autre à un politique qui vise essentiellement le pouvoir. Donc, les choses se passeront comme elles se sont passées, c'est-à-dire assez mal. Giraud sera progressivement écarté par De Gaulle. Avec l'épisode de la conférence d'Anfa. Alors l'épisode de la conférence d'Anfa est en effet important parce qu'on en reste toujours à la fameuse poignée de main, mais il s'est joué là une partie très importante puisque Giraud y a obtenu le réarmement de l'armée. Donc finalement, le point de désaccord sera l'affaire de la Corse. Lorsque la Corse se soulève, Giraud décide d'intervenir immédiatement au secours des Corses, car il y a en plus la 32e Panzer qui arrive de Sardaigne et qui risque d'écraser la résistance corse. Il prévient De Gaulle, il prévient les Américains, il demande surtout aux Américains des bâtiments et un certain nombre de matériel. Mais comme l'affaire d'Italie est déjà enclenchée, les Américains refusent. Et Giraud dit, ça sera uniquement une affaire française. Et malgré le peu de couverture aérienne, malgré une maigre flotte, Giraud va réussir à libérer la Corse. Là, nous sommes en septembre 1943. Nous sommes en septembre 1943. En septembre 1943. Et évidemment, De Gaulle va prendre ombrage de cette initiative, car il pense qu'en Corse, c'est lui que l'on attend. Et alors, le général Giraud ensuite sera visé par un attentat. Il sera visé, alors ça c'est après son élimination. Oui. Après son élimination, je crois que le fond de la querelle Giraud-De Gaulle, pour répondre à votre question, c'est que Giraud est partisan d'entrée de jeu d'une offensive danubienne à partir de l'Italie reconquise. Et une offensive danubienne qui visait essentiellement à couper la route de Berlin à l'armée rouge. Alors que De Gaulle, compte tenu de ses engagements avec Staline, que j'ai démontrés dans mes livres et qui n'ont jusqu'ici pas trouvé de contradicteur véritable, est engagé avec Staline, et Staline ne veut absolument pas de cette offensive danubienne. Bien sûr.
Merci beaucoup, Henri-Christian Giraud, pour ce témoignage très, très éclairant sur le parcours du général Giraud. Un très beau personnage. Qu'il serait urgent de redécouvrir. Absolument. Alors je signale, dans le numéro de janvier de la Nouvelle Revue d'Histoire, nous aurons un article du frère d'Henri-Christian Giraud, l'amiral Giraud, qui reviendra sur ces questions, et notamment les relations entre Giraud et les Américains. Donc, on attend ça avec intérêt. Merci, messieurs, et chers amis téléspectateurs, à la semaine prochaine.